un vétéran de guerre, qui avait survécu à 2 missions en Irak, se réveilla dans un centre de rééducation, la mémoire brisée en 1000 morceaux, le corps raide et les mouvements lents. Au pied de son lit se tenait sa fille de 6 ans, serrant contre elle un vieil ours en peluche aux oreilles usées. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Elle ne pleurait pas, elle ne partait pas, et lorsque sa femme déclara qu'elle voulait divorcer et disparut dans le couloir, ce fut le murmure de la petite fille à son oreille qui resta « Je suis toujours là, papa ». À cet instant, un homme qui avait tout perdu recommença à se battre, non pour la gloire, mais pour s'accrocher à la seule chose qu'il pouvait encore considérer comme sienne. Les matinées au centre de rééducation pour vétérans commençaient avec une légère odeur d'antiseptique et le bourdonnement constant des roulettes sur les sols en linoléum. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux blancs, projetant un doux faisceau sur la moitié du visage de Daniel Carter. Autrefois sergent dans l'armée américaine, 2 fois survivant des combats en Irak, autrefois mari, autrefois père, et maintenant, le patient du lit numéro 14. Daniel gisait immobile, la tête enveloppée de gaze blanche, le visage sec et pâle. Ses yeux étaient ouverts, fixant le plafond, mais ce regard ne contenait rien, ni présent, ni futur, ni souvenir. Lésion cérébrale traumatique, ou LCT, voilà comment ils appelaient ça. Mais ce qu'il avait abandonné, ce n'était pas seulement l'équilibre ou la parole, c'était une partie de son âme. À côté du lit, une petite fille était assise tranquillement sur une chaise en plastique. Son regard restait fixe, ses grands yeux ne sciaient pas. Elle serrait contre elle un ours en peluche gris délavé aux oreilles usées jusqu'à la trame. Autour du cou de l'ours, une étiquette en tissu portait une inscription gribouillée en lettres maladroites « Papa sera toujours avec toi ». Elle s'appelait Ellie, 6 ans, l'enfant unique de Daniel et Rachel Carter. Elle n'avait pas dit un mot depuis le matin, depuis que sa mère était entrée dans la chambre avec une expression qu'Ellie n'avait jamais vue auparavant. Rachel se tenait droite, les cheveux soigneusement attachés, sa robe de tailleur impeccablement ajustée. Elle ne regarda pas son mari. Sa voix sortit, plate, froide et nette, comme un formulaire imprimé. « Je suis désolé. J'ai passé trop de temps à vivre pour les autres. Désormais, je choisis de vivre pour moi. Je veux le divorce. » Les mots fendirent l'air comme une lame tranchante. Daniel cligna des yeux, lentement, lourdement, épuisé. Il lutta pour se redresser, une main tremblante tendue vers Rachel comme pour essayer de la retenir. « Non, Rachel, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Sa voix était faible, étouffée par des respirations courtes. Mais il ne put rester assis. Une vague de vertige le frappa et il glissa du lit, s'effondrant sur le sol. Ellie serra plus fort son ours en peluche, les yeux brillants. Puis, elle se jeta en avant et enlaça de ses petits bras le bras de son père. Elle ne hurla pas, ne sanglota pas à voix haute. Elle murmura, la voix tremblante mais claire, « Ne t'inquiète pas, papa. Je suis là. Tu n'es plus seul. » Rachel ne se retourna pas. Elle sortit directement, comme si elle craignait qu'une seule seconde de pause ne la fasse changer d'avis. Elle quitta la chambre sans un mot. Dans le couloir, une jeune infirmière s'arrêta au coin. April, aux cheveux châtains colorés, passionnée de commérage et toujours une boîte de pastilles à la menthe dans sa poche. Elle ne savait pas exactement ce qui venait de se passer, mais quelque chose clochait. Elle vit Daniel allongé là, Ellie agrippée à lui, et son cœur se serra. Elle voulut se précipiter pour aider, mais les infirmières n'étaient pas autorisées à poser des questions sur les affaires personnelles. Honnêtement, elle ne savait pas comment aider face à une scène aussi douloureuse. Alors, elle resta là, simplement, à ressentir. Au bout de ce couloir lumineux, un homme attendait. Chemise blanche, mains dans les poches, l'épaule gauche appuyée contre le mur. Tran Wallace, le chef des ressources humaines du centre de fitness où travaillait Rachel. Il sourit en la voyant, d'un air décontracté, comme s'il s'agissait d'un simple déjeuner et non d'une fuite familiale. Avec une aisance suffisante, il dit « Choix intelligent, chérie ». Rachel hocha légèrement la tête. Plus aucun mot n'était nécessaire. Elle se dirigea vers lui. Dans le couloir, l'infirmière en chef, Olivia Morgan, faisait sa ronde lorsqu'elle s'arrêta. À travers une porte entr'ouverte, elle vit la petite fille agenouillée, utilisant un chiffon humide pour essuyer la sueur du front de son père. Une main soutenait sa tête, l'autre essuyait doucement, comme si elle craignait de le blesser. Cette image frappa Olivia en plein cœur. Elle était infirmière depuis plus de 25 ans. Elle avait vu de nombreux soldats revenir brisés. Elle avait elle-même envoyé son propre mari à la guerre et avait reçu en retour un drapeau plié. Elle savait que la guerre ne tuait pas seulement sur le front,
elle enterrait aussi ceux qui restaient à la maison. Mais ce à quoi Olivia ne s'attendait pas, c'est que la seule personne à rester soit une fillette de 6 ans, sans un soupir, sans une plainte. Olivia entra dans la chambre, son ombre se projetant sur le lit d'hôpital. Ellie leva les yeux, le regard vitreux mais grand ouvert. Olivia se pencha et lui tendit une petite brique de lait et une tranche de pain sous plastique. « As-tu mangé quelque chose, ma chérie ?» Ellie ne répondit pas. Elle prit le lait à 2 mains. Une larme tomba sur le dos de la main de Daniel. Pour la première fois, ses paupières frémirent. Le lit numéro 14 n'était plus seulement l'endroit où gisait un homme brisé. Il était devenu le dernier champ de bataille d'un père, et la première lueur à percer sur ce champ de bataille ne venait ni des médecins, ni de la justice, ni de sa femme. Elle venait d'une fillette de 6 ans qui refusait de partir. Au milieu de la nuit, un vent fort secoua le cadre de la fenêtre, ses charnières grinçant en signe de protestation. Dans la chambre froide et sombre du centre de rééducation, Daniel tressaillit. Sa respiration devint rapide, ses paupières papillotaient sans repos. Des explosions, irréelles, résonnaient dans son esprit. De la fumée, de la terre et du sang. Une main arrachée, des cris. Puis un éclair de lumière. Son corps se redressa brusquement dans son lit. Daniel s'assit, trempé de sueur, le cœur battant à tout rompre. Sa voix balbutia, « je suis encore là-bas. Je ne me suis pas encore retiré. » Son corps tremblait violemment, sa vision était floue, mais il restait assis, droit, comme s'il se préparait à un tir ennemi. Ellie était toujours assise sur le lit de camp à côté de lui. Elle ne se retourna pas. Elle serra simplement son ours en peluche plus fort contre sa poitrine et murmura dans l'obscurité, « J'ai l'habitude. Papa crie toujours comme ça quand il pleut. » Personne ne répondit. Le vent s'infiltra par la fente de la fenêtre. Le matin arriva, la pluie avait cessé. Olivia Morgan entra dans la chambre, portant une trousse médicale. Son regard balaya la pièce. Ellie était déjà debout, assise sur une chaise, grignotant un coin de pain sec. Daniel gisait immobile, les yeux ouverts, le visage d'un homme qui venait de traverser une bataille sans vainqueur. Olivia n'était pas du genre à faire la conversation, ni à offrir des réconforts creux. À 52 ans, elle comprenait que parfois, ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas qu'on leur dise que tout ira bien, mais simplement que quelqu'un soit là, silencieusement, sincèrement. Elle retira le bandage du front de Daniel, inspectant les points de suture. Son toucher était doux, précis. En appliquant un nouveau bandage, elle parla enfin. « Vous souvenez-vous de qui vous a essuyé le visage hier ?» Daniel ne répondit pas. Ses paupières tressaillirent légèrement, comme quelqu'un essayant de saisir un souvenir déjà évanoui. Puis, Olivia plongea la main dans sa poche et en sortit un petit récipient en plastique. À l'intérieur, une cuillerée de riz blanc, une fine tranche de poulet et quelques haricots vert vapeur. Elle le posa sur la table de chevet. Sa voix était stable et neutre, sans jugement ni louange. Elle a fait ça avec du riz froid et le dernier morceau de viande du frigo. Daniel tourna la tête, son dos se courbant très légèrement, comme pour se cacher de ce moment. Une seule larme coula du coin de son œil et s'imprégna dans l'oreiller. Il se sentait comme le pire des ratés, un homme impuissant dont la fille de 6 ans avait été forcée d'endosser le fardeau de l'âge adulte. Quelques heures plus tard, une autre infirmière vint chercher Ellie pour un bain et un petit déjeuner. La chambre redevint silencieuse. Juste Olivia et Daniel. Daniel se redressa, s'appuyant contre la tête de Ellie. Sa gorge était à vif, mais il parvint à parler, la voix rauque. « Suis-je un mauvais père ?» Olivia se tenait là, pliant soigneusement la couverture. Elle ne répondit pas tout de suite. Mais quand elle regarda dans les yeux de Daniel et vit que la question était réelle, sans apitoiement ni déni, alors seulement elle parla. « J'ai eu un mari, autrefois. C'était un soldat, lui aussi. Mort à Fallujah. J'étais enceinte de 5 mois quand l'armée est venue me l'annoncer. » Daniel baissa la tête. Olivia posa doucement sa main sur la barrière du lit. Sa voix était calme et posée. « Vous n'êtes un mauvais père que si vous partez. Mais si vous restez, même brisé, c'est la dernière bonne chose que vous pouvez lui donner. » Les mots frappèrent Daniel comme un coup dans les côtes. Il inspira lentement, puis expira. Ça faisait mal, mais c'était une douleur qu'il pouvait maintenant voir clairement. Cet après-midi-là, Ellie jouait tranquillement dans un coin de la chambre. De son cartable, elle sortit une vieille enveloppe. Elle la tenait très prudemment, comme si elle craignait qu'elle ne se déchire. Puis, elle s'approcha et la tendit silencieusement à Olivia. « Je ne sais pas ce que c'est, dit-elle, mais je l'ai trouvé dans la poche du manteau de maman avant qu'elle parte. » Olivia prit l'enveloppe.
Aucun destinataire n'était écrit dessus, juste une ligne de l'écriture de Rachel, mes derniers mots pour toi. Elle l'ouvrit. L'écriture était celle de Rachel. Les premières lignes penchaient légèrement, l'encre était passée, mais le message tranchait comme une lame. Tu n'es plus l'homme que j'ai connu. J'ai peur de devoir m'occuper de quelqu'un qui ne se souvient même plus du nom de sa fille. Je ne crois plus que tu reviendras, pas de la guerre, mais de toi-même. Olivia lut jusqu'au bout. Puis elle plia la lettre et la glissa dans la poche de sa blouse blanche. Elle ne dit rien. Elle ne la donna pas à Daniel. Elle ne la répéta pas à Ellie. Car elle savait que ce n'était pas nécessaire. Il n'avait pas besoin de savoir ce qu'elle contenait. C'était mieux ainsi. Ce soir-là, de retour dans la salle de garde, Olivia se tint au-dessus de la poubelle en métal dans le coin. Elle craqua une allumette et alluma la lettre, regardant chaque bord se recroqueviller, brûler et se transformer en cendres noires qui dérivèrent vers le fond. Un enfant ne devrait jamais avoir à savoir que sa mère craignait son père. Un homme n'a pas besoin de lire des mots de finalité pour comprendre ce qui lui reste à quoi s'accrocher. Le nouvel appartement de Rachel se trouvait au 17e étage d'une tour de verre face à Central Park. La lumière matinale filtrait à travers des voilages couleur ivoire, tombant sur des parquets polis, des fauteuils en cuir italien, un comptoir de cuisine en îlot et un coin café agencé avec une telle précision qu'on aurait dit une page de catalogue de décoration. Elle se tenait dans la cuisine, une main posée sur une tasse de latte fumante. Le léger maquillage sur son visage peinait à dissimuler les faibles cernes sous ses yeux. Derrière elle, le son d'un ordinateur portable qu'on ouvre et de touches qui cliquaient emplit la pièce. Tran Wallace était confortablement assis à la table à manger, les doigts sur le clavier, une jambe croisée sur l'autre. Chemise blanche, pantalon sombre, cravate desserrée. Il avait l'air d'un homme parfaitement à l'aise, en contrôle. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Plus d'enfants qui pleurent dans la maison, dit Tran sans se retourner, les lèvres esquissant un demi-sourire narquois. Rachel se figea, une seconde, puis deux. Elle força un sourire et but une gorgée de café. Sa gorge était étrangement plus sèche qu'avant. Comment peux-tu dire ça de ta propre fille? Ce n'est pas ma fille, tu as oublié. Le silence s'installa dans la pièce. Seule la machine à expresso sifflait doucement en arrière-plan. 1 heure plus tard, Tran fit glisser un mince dossier sur la table. Couverture grise, logo d'un cabinet d'avocats privé estampillé dans le coin. Il le plaça devant Rachel comme on offrirait un menu de déjeuner. Demande de garde. Mes avocats l'ont déjà rédigé. Tu n'as qu'à signer. Attends, ça? Il faut faire les choses correctement. Si tu obtiens la garde d'Ellie, la pension que Daniel reçoit devra être redirigée. Tu seras la tutrice légale. Tu comprends comment ça marche, n'est-ce pas? Rachel fronça les sourcils, sa voix s'élevant légèrement. Ce n'est pas pour ça qu'on fait ça. Pas pour l'argent. Tran ferma son ordinateur portable et la regarda droit dans les yeux. Son regard avait perdu toute la chaleur qu'il avait pu avoir. Peut-être pas toi, mais moi, je ne suis pas assez riche pour vivre de sentiments. L'air de la pièce devint glacial. Rachel se cramponna à sa chaise, ses yeux oscillant entre les documents juridiques et l'homme assis en face d'elle. Elle ne dit rien, hocha simplement la tête, n'étant plus certaine d'avoir fait le bon choix. À l'hôpital, le docteur Nathan Lynn sortit de la chambre 14 après une visite de routine. Réservé et méthodique, Nathan vérifiait toujours les journaux d'accès interne à la fin de chaque semaine. Mais cette fois, quelque chose attira son attention. Une copie du dossier médical de Daniel avait été extraite pendant les heures de bureau depuis une adresse IP non attribuée à un membre du personnel hospitalier. Nathan fronça les sourcils et décrocha le téléphone interne. Après quelques minutes de recherche, il soupira et se dirigea directement vers le bureau de l'infirmière en chef. Olivia enregistrait des prescriptions quand il entra. Quelqu'un a consulté le dossier de Carter, dit Nathan. Pas de demande formelle, pas d'autorisation de patient. Consulté directement depuis le système. Olivia leva les yeux, son regard se durcissant d'inquiétude. Qui ferait ça? Nathan tourna l'écran vers elle. Le nom apparut clairement, Tran Wallace. Temporairement listé comme plus proche parent. La note indiquait « Examen des dossiers de santé du patient dans le cadre de l'évaluation de la garde ». Il n'a pas mis les pieds ici une seule fois depuis le départ de Rachel, dit Olivia, sa prise se resserrant légèrement sur son stylo. Nathan haussa les épaules. Je ne comprends juste pas ce qu'il essaie de faire. Ça ne colle pas. 2 jours plus tard, une assignation en justice fut livrée à la chambre 14. Une infirmière la porta alors que Daniel serrait une balle de thérapie, travaillant sur son contrôle moteur.
Ellie était assise près de la table de la fenêtre, coloriant soigneusement un dessin de maison et de soleil avec une boîte de crayons de couleur usée. L'infirmière posa l'enveloppe sur la table de chevet et sortit discrètement, évitant le regard de Daniel. Daniel ouvrit la lettre, lisant lentement chaque ligne. Sa main gauche se mit à trembler, non pas à cause de sa blessure, mais à cause du choc soudain de se voir dépouillé du dernier rôle qu'il tenait encore. Rachel demandait la garde exclusive. Motif: le père est psychologiquement instable, présente des symptômes de trouble mental et est inapte à un environnement pour enfants. Il se laissa retomber contre l'oreiller, les yeux fixés au plafond. Son esprit devint vide. Sa main serrait encore le papier, mais il ne savait pas quoi en faire. Ellie le regarda. Elle posa son crayon et ferma son cahier. « Papa, murmura-t-elle, est-ce qu'on va vraiment m'enlever à toi ?» Daniel tourna la tête. Sa voix se brisa comme du papier qu'on déchire. « Je suis désolé, Ellie. Je n'ai pas été assez fort pour te protéger. » Ellie s'approcha et posa sa petite main sur la sienne. La pression était légère mais ferme. « Ce n'est pas vrai. Je leur dirai la vérité. Je me souviens de tout. Personne d'autre n'a le droit de parler pour moi. » Ailleurs, au 17e étage, Rachel se tenait tranquillement, fixant le dossier juridique entre ses mains. Tran était à côté, envoyant un texto à quelqu'un, un léger sourire narquois aux lèvres. Il ne leva pas les yeux. « Une fois que tu auras la garde, l'argent affluera. C'est ce que tu mérites, dit-il. » Mais aux yeux de Rachel, les murs de verre luxueux autour d'elle ressemblaient maintenant davantage à des miroirs, reflétant quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle n'était pas partie parce qu'elle était mieux aimée. Elle était partie parce que quelqu'un savait exactement comment appuyer sur sa solitude. Et maintenant, après avoir quitté une famille, elle était sur le point d'entrer en guerre contre son propre sang. Le couloir devant la salle d'audience numéro 3 du tribunal de district du comté de Knox était silencieux. Daniel Carter fut aidé à entrer par la porte latérale, serrant fermement une canne en bois. Ses pas étaient lents, raides, comme ceux d'un homme avançant dans la boue. Son visage était pâle, sa mâchoire parsemée d'une barbe naissante, mais ses yeux ne sciaient pas. Il savait qu'il entrait dans une bataille, cette fois sans balles ni poudre, mais où il avait tout à perdre. À côté de lui, Ellie paraissait petite dans sa robe à fleurs pâles. Elle tint la main de son père du moment où ils entrèrent jusqu'à ce qu'il soit assis, comme pour signaler au monde « Je ne choisis pas de camp. Je reste avec papa. » La cloche du tribunal retentit. Tout le monde se leva. La porte derrière le banc du juge s'ouvrit, révélant une femme au dos droit, aux chignons serrés et aux yeux vifs et perspicaces. La juge Suzanne Delaney n'avait pas une présence particulièrement chaleureuse, mais elle ne dégageait pas non plus une aura de menace. Après quelques formalités, elle feuilleta rapidement le dossier, puis regarda directement Ellie. « L'enfant n'est pas tenue d'être présente pour une audience préliminaire, dit-elle d'un ton neutre. Mais elle est là. Y a-t-il une raison ?» Maître, un homme aux cheveux argentés représentant Daniel, se leva et prit la parole. « Votre honneur, mon client n'a aucun autre parent qualifié pour s'occuper de l'enfant en ce moment. Plus important encore, Ellie a insisté pour être présente. Elle a clairement indiqué qu'elle voulait entendre toute la vérité. » Delaney fit lentement tourner son stylo entre ses doigts et regarda à nouveau Ellie. La fillette ne scia pas. Delaney hocha légèrement la tête, sans rien dire de plus. Du côté de la demanderesse, Rachel était assise dans une robe gris doux, le maquillage appliqué avec une précision délicate. À côté d'elle se trouvait Tran Wallace, toujours dans sa chemise blanche et sa cravate gris fumé, un bras nonchalamment drapé sur son épaule, comme l'image parfaite d'un partenaire idéal issu d'un scénario bien rodé. L'avocat de Rachel se leva et commença sa présentation. Nous demandons une évaluation psychologique de M. Daniel Carter, sur la base de preuves que nous avons obtenues, dit-il, faisant signe au technicien de lancer le clip vidéo. Les images défilèrent sans son. Des séquences de caméras de sécurité d'une chambre d'hôpital. Daniel faisant les 100 pas, les cheveux en désordre, serrant les poings. Puis, soudain, il frappa 3 fois des 2 paumes contre le mur. Il s'effondra, à bout de souffle, les yeux écarquillés de panique. Personne d'autre n'apparaissait dans la vidéo, juste lui et une peur trop profonde pour être nommé. Il y eut un léger bruissement de papier alors que les gens ajustaient leurs notes. Rachel laissa échapper un soupir. Elle ouvrit son sac à main, sortit un mouchoir et tamponna son œil. « Je ne réalisais pas à quel point c'était grave, dit-elle, la voix brisée. J'ai vraiment essayé, mais chaque fois que je m'approchais, j'avais peur. Je ne peux pas laisser ma fille grandir avec un homme qui pourrait perdre le contrôle à tout moment. »
Tran ne dit rien, mais sa main resta fermement sur l'épaule de Rachel pendant toute la présentation, assez longtemps pour être remarqué, pour suggérer la stabilité. Il soupira en même temps qu'elle baissa la tête en signe de sympathie. Plus d'une personne dans la salle d'audience commença à le regarder plus attentivement que la personne qui parlait. Maître se leva calmement. Son ton était posé. Votre honneur, l'homme dans cette vidéo est un vétéran de combat souffrant d'une lésion cérébrale subie à la guerre. Cela ne fait pas de lui un mauvais père. Ce que vous avez vu est un moment de crise, pas son caractère. La juge de l'année ne répondit pas. Elle feuilleta le dossier, s'arrêtant brièvement à une ligne estampillée sur le dossier médical de Daniel, état se stabilisant avec un soutien médical continu. Puis elle leva les yeux. « Monsieur Carter, avez-vous quelque chose à dire ?» Daniel se leva lentement, sa main agrippant la canne sans blanchir les jointures. Il ne regarda que sa fille. « Ma chérie, commença-t-il, la voix rauque. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai crié, je me suis cogné la tête contre le mur, je me suis perdu dans des souvenirs que je ne pouvais même pas comprendre. » Il déglutit difficilement. La salle devint silencieuse. « Mais jamais, pas une seule fois, je n'ai pensé à te quitter. Même quand je ne savais plus qui j'étais, tu étais la seule chose que je n'ai jamais oubliée. Tu es la raison pour laquelle je suis encore là. » Ellie serra fermement l'ourlet de sa robe. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Un greffier arrêta d'écrire un instant et leva les yeux. Daniel baissa la tête et retourna à son siège. La juge de l'année joignit les mains, se pencha en arrière dans son fauteuil et regarda droit devant elle, pensive. Quelques instants passèrent. Puis elle tapa 2 fois son stylo sur le banc. Le tribunal examinera toutes les preuves soumises, y compris la demande d'évaluation indépendante et les avis médicaux. La prochaine audience est fixée dans 4 semaines. D'ici là, l'enfant restera en garde temporaire avec son père. Un coup de marteau sec. Les chaises grincèrent, des pas résonnèrent doucement. La salle d'audience commença à se vider. Daniel se leva, les yeux fixés sur la porte. Olivia croisa son regard et lui fit un petit signe de tête silencieux. Nathan Lynn se détourna, sortant son téléphone, tapant un message, puis l'effaçant. Tran passa devant Daniel sans s'arrêter, mais se pencha vers Rachel et murmura « La prochaine fois, ce sera sa fin ». La porte se referma derrière eux. La nuit, dans le service de rééducation, était toujours le moment le plus froid. Non pas à cause de la température, mais à cause du silence. Daniel était assis au bord de son lit, agrippant la barre de maintien temporaire boulonnée à côté de lui. Il comptait chaque battement dans sa tête, essayant de rester en équilibre sur des jambes qui semblaient encore à moitié endormies. Chaque nuit, il se forçait à rester debout un peu plus longtemps, comme pour se prouver qu'il serait meilleur le lendemain, ne serait-ce que d'un pas. Puis, un bruit doux fit lever la tête à Daniel. La porte grinça et s'ouvrit. Dans la faible lueur de la veilleuse, une petite silhouette se glissa à l'intérieur. Pas de chaussons, pas de mots. Ellie entra pieds nus, vêtue de son pyjama imprimé de nuages, les bras ballants. Ses yeux étaient ouverts, mais vides. Daniel eut à peine le temps de faire un pas en avant quand elle parla, un murmure si faible qu'il ne semblait destiné à personne. « Ne m'enferme plus dans le placard. J'ai été sage. » Son corps tout entier se figea. Son cœur cogna dans sa poitrine. Il se précipita, tomba à genoux et serra Ellie dans ses bras, juste au moment où son corps se mit à trembler. Ce petit corps fut secoué de soubresauts. Ses yeux papillonnèrent, puis se fixèrent sur les siens, et Ellie éclata en sanglots. Pas de pleurs discrets. Elle s'effondra, haletante, sanglotant, comme si un barrage qui avait trop longtemps contenu sa peine venait de céder. Daniel la serra fort, s'agrippant à elle comme s'il risquait lui-même de se désagréger. Son menton pressait doucement le sommet de sa tête. Elle répétait entre 2 sanglots, « Je suis désolé. Je suis désolé. J'avais peur de le dire. »« C'est bon, c'est bon, ma chérie, » lui murmura-t-il, ne sachant s'il essayait de la réconforter elle ou lui-même. La porte s'ouvrit de nouveau. Olivia se tenait là. Elle les vit tous les deux, père et fille, effondrés sur le sol, le visage mouillé de larmes. L'air dans la pièce semblait lourd, immobile. Daniel leva les yeux, rouge, la voix brisée. « Je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas ce qu'elle a traversé quand je n'étais pas là. » Il ne termina pas sa phrase. Ses épaules tremblaient. Olivia s'accroupit à côté d'eux. Elle ne s'imposa pas, ne parla pas. Elle posa simplement une main douce sur l'épaule de Daniel. Un petit geste, sans instruction ni jugement. Juste une présence, stable et réelle. Au bout d'un moment,
Olivia apporta une couverture et la drapa sur eux deux. Elle ne dit rien de plus. Elle se leva, tamisa les lumières et laissa une petite lueur chaude au-dessus de la tête du lit. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Ellie s'endormit dans les bras de son père. Et pour la première fois, Daniel ne rêva pas de la guerre. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, peignant de longues lignes sur le sol. L'air de la chambre portait encore la faible chaleur de la couverture de la nuit précédente. À cette heure précise, Olivia entra, portant un thermos d'eau tiède et une petite boîte de biscuits multigrains qu'elle gardait toujours de côté pour Ellie. Elle s'arrêta net. Ellie était déjà debout, assise à la table près de la fenêtre, un cahier d'école ouvert devant elle. Elle tenait un crayon, la tête légèrement penchée, les lèvres serrées en signe de concentration. Olivia s'approcha sur la pointe des pieds. « Sur quoi travailles-tu, ma petite ?» Ellie ne leva pas les yeux. Elle continua d'écrire. Quelques secondes plus tard, elle posa son crayon et se tourna vers Olivia. « Je l'écris, au cas où ils ne me laisseraient pas parler au tribunal. »« Pourquoi penses-tu qu'ils ne te laisseront pas parler ?» Ellie cligna des yeux. « Je suis petite. Les gens ne croient pas les petits-enfants. Mais si je l'ai sur papier, alors ils devront le lire, non ?» Olivia s'assit et prit doucement le cahier. L'écriture était inégale, pas encore parfaite, mais chaque mot, chaque phrase était claire. « Papa ne m'a jamais quitté. Il a mal à la tête, mais il m'appelle toujours Ellie. Il me dit de prendre mon petit déjeuner et il me lit des histoires. Maman est partie. L'homme a dit que si maman me gagne, papa doit donner de l'argent. Je ne veux pas que quelqu'un prenne l'argent de papa. Je veux juste rester avec lui. » Olivia finit de lire et reposa le cahier. Puis elle regarda Ellie pendant un long moment silencieux. Elle ne la complimenta pas, mais elle tendit la main et serra celle d'Ellie, ses propres yeux brillants de larmes. « Tu parleras, dit-elle doucement. Pas avec du papier. Avec ta voix. Et ils devront t'écouter. » Ellie hocha la tête. Dans ses petits yeux, il y avait l'étincelle indubitable de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle devait faire, même à seulement 6 ans. Dans la chambre d'hôpital 14, un lieu qui avait été un refuge puis un champ de bataille, quelque chose de nouveau prenait forme. C'était en train de devenir l'endroit où un enfant apprenait à se lever, non pas parce que quelqu'un lui avait dit de le faire, mais parce qu'il ne restait plus personne pour parler pour son père, à part elle. La salle d'audience était bondée. Ce n'était plus un simple conflit familial discret. Aujourd'hui, les rangées du fond accueillaient des journalistes, des représentants de la protection de l'enfance et quelques vétérans en uniforme civil. Ils ne parlaient pas, ils observaient simplement, comme s'ils regardaient une version d'eux-mêmes dans la silhouette d'un autre homme. Daniel était assis à la table de la défense, les mains posées sur ses genoux. Il restait calme, mais la fatigue collait à son visage, une fatigue qui s'accumule couche après couche. Les 4 dernières semaines avaient été une bataille quotidienne, et aujourd'hui était la dernière. Ellie était assise à côté de lui, serrant son ours en peluche. Sa vieille robe bleue était effilochée à l'ourlet. Olivia lui avait soigneusement brossé les cheveux et y avait noué 2 petits rubans. Elle n'avait pas dit un mot depuis le matin, mais son regard concentré et immobile témoignait de la posture tranquille de quelqu'un prêt à se battre aux côtés de son père. Tran était assis derrière Rachel. Sa main ne reposait plus sur son épaule comme avant. Depuis que la presse avait commencé à creuser l'affaire des prestations pour anciens combattants, il avait gardé une distance prudente. Son regard était vif, calculateur. Rachel avait l'air différente. Ses yeux étaient rouges, ses lèvres sèches. Elle essayait de garder son sang-froid, mais sous la table, ses mains étaient crispées, les jointures blanches. La juge Suzanne Delaney tapa doucement son stylo sur le banc. Elle était assise droite, non plus penchée en arrière. Le dossier épais devant elle avait été attentivement examiné, souligné, annoté. Sa voix résonna, basse et ferme. Le tribunal a reçu une demande spéciale de l'enfant de 6 ans pour s'adresser directement à la cour. Après examen de son état mental et des circonstances, j'accorde cette demande. Ellie se leva. Ses petits pas la menèrent à la barre des témoins. Elle se tint droite, regardant légèrement vers le haut en direction du banc surélevé. Sa main gauche tenait son ours en peluche, sa droite agrippait l'ourlet de sa robe. Quand elle parla, sa voix ne tremblait pas, ne pleurait pas. Elle était juste, vraie. Maman me criait dessus. Elle disait que j'étais maladroite, que je laissais tomber des choses et que je ne savais pas nettoyer. Ellie déglutit. Mais en vérité, j'avais juste trop faim. C'est pour ça que mes mains tremblaient. La salle entière semblait retenir son souffle. J'ai été enfermée dans la salle de bain une fois, quand maman s'est fâchée.
Mais papa, même quand il oubliait où il était, il se souvenait toujours de mon nom. Il disait, tu es la ficelle qui me ramène à la maison. Mon papa a mal, mais il ne m'a jamais frappé. Il ne m'a jamais quitté. Sa voix s'adoucit, sa main trembla légèrement. Mais ma maman, elle est en bonne santé, et elle est partie quand même. Le son des stylos qui griffonnaient s'arrêta. Tran bougea légèrement sur son siège, le visage impassible, mais le col de sa chemise rigide de tension. Rachel baissa la tête, ses mains agrippant sa jupe. Son visage était devenu pâle. La juge de l'année ne prenait pas de notes. Elle regardait simplement Ellie, longuement, attentivement, comme pour confirmer quelque chose qu'aucun témoignage d'adulte ne pourrait jamais prouver. Certains dans la galerie s'essuyèrent les yeux, mais personne n'osa briser le silence. Ellie descendit de la barre et retourna à sa place. Personne ne l'aida. Personne n'en avait besoin. Elle se rassit, posa l'ours sur ses genoux et regarda droit devant elle. Delaney se pencha en arrière. Le tribunal admettra officiellement le témoignage de l'enfant au dossier. À ce moment, Olivia Morgan se leva. Sa voix était claire, formelle, mais sans théâtralité. Votre honneur, je demande à prendre la parole en tant que témoin médical. Delaney hocha la tête. Olivia s'approcha du banc, déposant un rapport solidement relié. Ceci est le rapport de rééducation neurologique et comportementale de M. Daniel Carter, couvrant les 4 derniers mois. Il n'y a aucune indication de risque pour l'enfant. M. Carter se remet bien, participe activement à la thérapie et priorise constamment la sécurité de sa fille. Maître se leva. Ensuite, nous avons également déposé une plainte officielle contre M. Tran Wallace pour accès non autorisé et utilisation des dossiers médicaux de mon client, utilisés dans l'intention de manipuler les preuves. Le côté de la demanderesse resta silencieux. Delaney regarda à travers la salle, s'arrêtant sur chaque visage, s'attardant sur Rachel un instant de plus que sur les autres. Puis, elle tapa fermement son stylo sur le banc. Le tribunal suspend la procédure pour enquêter sur toutes les preuves, y compris l'allégation d'accès non autorisé aux dossiers médicaux. Elle marqua une pause. Souffle silencieux traversa la salle d'audience, comme un vent sec balayant un champ ouvert. Personne n'applaudit, personne n'osa célébrer. Mais Daniel se tourna vers sa fille, le visage creusé de soulagement, comme un homme à qui on vient de retirer la lame de la gorge. Ellie leva les yeux. Elle ne sourit pas. Elle hocha simplement la tête. Son regard n'était plus incertain. Elle savait qu'elle venait de faire ce qu'une salle d'audience entière ne pouvait pas faire. Elle avait dit la vérité et les avait forcés à écouter. Lundi matin, le docteur Nathan Lynn entra dans son bureau, pile à l'heure, comme toujours. Une tasse de café froid était posée sur le bureau et l'écran de son ordinateur affichait une notification système, une mise à jour automatique nocturne. Il cliqua, ouvrant le logiciel de révision des journaux d'accès des patients, une partie routinière de ses vérifications administratives de fin de semaine. Mais une entrée ne correspondait pas. Compte, April Chasse JMR, 14h07. Mercredi dernier. Fichier consulté, dossier neurologique et évaluation des risques comportementaux de Daniel Carter. Nathan fronça les sourcils. Il savait pertinemment qu'April n'avait pas été assigné à Carter ce jour-là. Le système enregistrait également que le fichier avait non seulement été ouvert, mais aussi consulté et transféré par email interne. Il décrocha le téléphone et appela directement Olivia Morgan. Olivia entra dans le bureau de garde et ferma la porte derrière elle. Son expression était calme, comme d'habitude, mais ses yeux étaient froids comme de l'acier. April était assise sur le bord d'un lit de camp, les mains serrées autour d'une tasse de thé. La jeune infirmière tenta un faible sourire, mais échoua. Je pensais que c'était juste de la paperasse de routine. Cet homme, Tran Wallace, il a dit qu'il avait besoin de quelques fichiers imprimés pour son avocat. C'était quand? La voix d'Olivia était plate. Ce jour-là, je suis parti tôt, quand Rachel est venue rendre visite à Daniel. Il a branché une clé USB et a dit, juste besoin d'emprunter l'ordinateur quelques minutes. Je n'y ai pas vraiment prêté attention. Olivia fixa April droit dans les yeux. Elle n'éleva pas la voix, ne l'insulta pas. Comprenez-vous que vous avez enfreint la loi? April se tut. Ses mains se desserrèrent, la tasse faillit lui glisser des doigts. Ce n'est pas seulement une violation de la politique. Si cet homme a utilisé des informations de santé protégées pour influencer une procédure judiciaire, cela devient une affaire pénale. April ne put dire un mot. Elle baissa simplement les yeux, fixant le sol.
Le lendemain matin, dans un cabinet d'avocats modeste mais respecté du centre-ville, Maître déposa une demande formelle d'enquête interne, citant la fuite non autorisée de dossiers médicaux personnels avec des conséquences potentiellement graves pour le litige en cours. Une copie de la plainte fut également envoyée au conseil d'administration de l'hôpital et au bureau du procureur du district du comté de Knox. Le même jour, à la société de RH où travaillait Tran Wallace, un email interne apparut dans sa boîte de réception. Nous avons reçu une plainte concernant des violations potentielles impliquant l'accès à des données personnelles et l'utilisation abusive d'informations internes à des fins juridiques externes. Vous êtes tenu de vous présenter à une audience interne ce vendredi à 10h. Tran lut le message, gardant son doigt sur l'écran du téléphone pendant quelques secondes. Il ne réagit pas. Il n'était pas surpris. Ce soir-là, il était assis avec Rachel dans le salon de leur appartement du 17e étage. La télévision était allumée, en sourdine. Rachel faisait défiler son téléphone, ouvrant et fermant la même photo encore et encore. Ellie a 5 ans, cheveux bouclés, joues roses, souriant maladroitement avec une dent de devant en moins. « Ils enquêtent maintenant » dit-elle doucement. « Bien » répondit Tran. « Ils ont tout à fait le droit d'enquêter. Mais n'oublie pas, les dossiers médicaux ont déjà été utilisés au tribunal. Une preuve ne peut pas être annulée une fois qu'elle est entrée. » Il but une gorgée de son vin et posa le verre sur la table en verre. Le reflet capta l'éclat vif de ses yeux. « Tout est encore sous contrôle. »« Tu es sûr ?» demanda Rachel, sa voix plus basse. « Sommes-nous allés trop loin ?» Tran se tourna vers elle. Il ne répondit pas tout de suite. Il eut un sourire en coin, les yeux suffisants. Puis il prit la télécommande et éteignit la télévision. Trop loin n'a d'importance que pour les gens qui ont un chemin de retour. Rachel ne répondit pas, mais à l'intérieur, quelque chose s'agitait. Pas de la culpabilité envers Daniel, mais le sentiment silencieux de s'être trahie elle-même. L'après-midi suivant, Ellie était assise dans le couloir de l'hôpital, dessinant. Papier blanc, crayon de couleur, une image inachevée de 2 silhouettes debout près d'une fenêtre ouverte sous la pluie. Elle coloriait quand une voix passa derrière elle. « Oui, je comprends. Nous ne pouvons pas le laisser utiliser ce dossier comme une arme. J'ai déjà tout envoyé à E. » C'était Olivia. Elle était au téléphone, marchant d'un pas rapide. « Nous aurons besoin d'un témoin pour confirmer le transfert non autorisé. Je parlerai à April une fois de plus. » Sa voix s'éteignit alors qu'elle remarquait Ellie debout à proximité. « Pas encore fini ton dessin, ma petite ?» demanda-t-elle doucement, changeant de ton. Ellie ne répondit pas tout de suite. Elle posa son crayon, se tourna vers Olivia, ses yeux brillants. « Cet homme, c'est lui qui a dit à ma maman de partir, n'est-ce pas ?» Olivia se figea. Pas à cause de la question, mais de la façon dont elle était posée. Pas de reproche, pas de colère, juste un besoin de savoir. « Pourquoi demandes-tu ça ?» demanda-t-elle doucement. Ellie répondit, la voix calme et posée. « Parce que ce jour-là, maman a dit, il a raison, ton papa ne peut plus rien faire. » Olivia ne dit pas un mot de plus. Elle s'assit simplement à côté d'elle, attira la fillette près d'elle et lui caressa les cheveux. Dans les yeux d'Ellie, quelque chose se ferma tranquillement, mais quelque chose d'autre commença à s'ouvrir. Elle n'était plus seulement une enfant qui avait été abandonnée. Elle commençait à voir le jeu dans son ensemble, et exactement qui avait déplacé les premières pièces. Mercredi après-midi, Rachel Morgan était assise seule dans une petite salle d'interrogatoire au bureau d'enquête financière du comté de Knox. Pas de Tran, personne pour lui tenir la main, personne pour lui donner des conseils. Sur la table se trouvaient 3 déclarations de revenus, une ancienne, 2 nouvellement modifiées. Maître avait soumis une comparaison au tribunal. Rachel avait sous-déclaré ses revenus sur les formulaires de garde, se présentant comme une mère célibataire en difficulté ayant besoin de soutien pour élever Ellie. En vérité, Tran lui transférait régulièrement de l'argent sur son compte, des fonds qu'elle n'avait jamais déclarés. « Quelle était votre intention en faisant cela ?» demanda l'enquêteur, la voix posée. Rachel ne répondit pas. Elle fixait ses mains. Les mains qui avaient autrefois porté Ellie, autrefois étreint Daniel, autrefois signé un accord de divorce sans note de bas de page, tremblaient maintenant sous le poids de ses choix. Une vibration brisa le silence. Son téléphone. Le numéro de Tran. Elle rappela. Pas de réponse. Un deuxième essai. Toujours rien. Le troisième, un message, ce numéro n'est plus en service. Rachel glissa lentement le téléphone dans son sac. Elle savait qu'elle n'avait pas besoin de confirmation.
L'homme qui l'avait tiré d'un mariage l'avait maintenant retiré du trou qu'ils avaient creusé ensemble. Elle tombait librement maintenant, et cette fois, personne n'était là pour la rattraper. Cette nuit-là, Rachel ne dormit pas. Elle était assise seule dans son appartement, le plafonnier projetant des reflets sur le comptoir en acier inoxydable impeccable. Sur la table, son ordinateur portable était toujours ouvert, en pause sur la même vidéo qu'elle avait autrefois utilisée pour accuser Daniel lors de l'audience préliminaire. Des images tremblantes, une légère distorsion audio. Daniel se cognant la tête contre le mur, les yeux rouges, criant des mots trop brisés pour être compris. Rachel déplaça le curseur, rembobina, appuya sur lecture. Mais cette fois, elle ne regarda pas Daniel. Elle regarda Tran. Il était là, dans le coin de l'image, s'approchant, disant quelque chose de silencieux, inaudible, mais son visage était impassible, ses yeux plissés, sa bouche tordue en un léger sourire narquois. La réaction de Daniel était venue presque instantanément après. Rachel ralentit la vidéo, la regarda de nouveau. Plus de doute maintenant. Tran l'avait délibérément provoquée. Elle se leva, alla dans la salle de bain, se pencha sur le lavabo en pierre blanche. Autour de son cou pendait un collier en argent, le cadeau de Tran du jour où il avait qualifié leur fuite de libération. « J'ai menti », murmura-t-elle au miroir, la voix rauque. « J'ai entraîné ma fille dans ce mensonge. C'était toute ma stupidité. » Pas de réponse, juste son propre visage, épuisé et trop tard pour les regrets. Elle retira le collier, le posa dans sa paume, ouvrit le robinet, puis le laissa tomber dans le lavabo. Le cliquetis du métal sur la porcelaine résonna, sec et final. Pas pour se purifier, juste pour laisser aller. Tôt le lendemain matin, Olivia Morgan examinait les fiches de médication au poste des infirmières quand on frappa à la porte. Elle leva les yeux. Rachel se tenait là. Ses cheveux étaient attachés en arrière, pas de maquillage, pas de sac à main. Seulement ses mains croisées calmement à sa taille et des yeux qui ne détournaient pas le regard. « J'ai besoin de voir Daniel, dit-elle. Olivia se redressa, le visage impénétrable. « Pourquoi ?» Rachel déglutit. Sa voix tremblait légèrement, mais ne contenait aucune supplication. « Je veux juste dire ce qui doit être dit. » Olivia la regarda pendant un long moment. Pas avec approbation, pas avec pardon. Mais elle se leva et hocha la tête en silence. Il est dans la cour arrière avec sa fille. Mais comprenez bien, ce n'est pas l'endroit pour la rédemption. Rachel hocha la tête. Pas d'argument, pas de défense. Elle se tourna et s'éloigna, ses épaules moins carrées qu'avant, mais chaque pas stable. Dans la cour arrière de l'hôpital, la lumière du matin filtrait à travers les feuilles changeantes d'un ginkgo. Daniel était assis sur un banc en bois. Ellie était appuyée contre son bras, coloriant un dessin à moitié fini. La porte arrière s'ouvrit. Des pas doux. Ellie leva les yeux la première, le regard écarquillé. Daniel se tourna. Rachel se tenait à environ 5 mètres. Elle ne s'approcha pas, ne leva pas la main, ne parla pas tout de suite. Les trois se regardèrent. Un silence s'étendit entre eux. Pas gênant, pas hostile. Juste le dernier langage honnête qui restait entre des gens qui s'étaient autrefois aimés, puis quittés, et qui ne savaient pas encore quoi faire. Rachel se tenait là, sans sac à main, sans maquillage. Elle n'était plus une femme prête à argumenter, seulement une silhouette fatiguée, les mains jointes devant elle, se tenant pour ne pas s'effondrer. « Ellie », dit-elle si doucement que sa voix portait à peine. « Je ne demande pas pardon. Je veux juste dire que je sais que j'ai eu tort. Je ne voulais pas disparaître pour toujours. C'est juste. » Sa voix tomba, je n'étais pas aussi lucide que je le pensais. Ellie baissa les yeux. Elle ne releva pas la tête. Sa réponse vint d'une voix calme et posée, comme si elle récitait une phrase apprise par cœur depuis longtemps. « Je n'ai pas besoin que tu dises que tu m'aimes. J'avais juste besoin que tu ne partes pas. » Il y eut une pause, puis Ellie reprit, cette fois plus clairement, « Mais maintenant, c'est trop tard. » Rachel serra les lèvres. Elle se tourna vers Daniel, l'homme qui avait été son mari, son roc, maintenant seulement un mur silencieux. « Daniel », commença-t-elle, incertaine de ce que faisaient ses mains. « Je ne demande rien en retour. Je ne suis pas là pour me disputer. Je veux juste une chance de parler correctement avec vous deux. » Daniel ne répondit pas tout de suite. Il regarda sa main gauche, les doigts calleux par des mois de thérapie physique. Puis il regarda sa fille. Ce n'est qu'après une longue pause qu'il parla, sa voix rude, sans colère, sans amertume, mais aussi sans espace pour qu'elle puisse y entrer. « Nous avons déjà parlé, Rachel. Pendant que tu étais partie. Et maintenant, ma fille et moi, nous n'avons plus rien à te dire.
l'air devint immobile. Rachel pouvait entendre le vent bruire dans les feuilles du ginkgo, même le léger grattement d'un crayon sur le papier de la petite main d'Ellie. Mais à l'intérieur d'elle, il n'y avait aucun son, seulement un vide blanc et absolu. Elle se redressa un peu, se força à dire la dernière chose qu'elle était venue dire. « Tu peux me détester, mais s'il te plaît, ne lui apprends pas à détester sa mère. » Ellie s'arrêta. Pour la première fois, elle leva les yeux. Ses yeux sombres n'étaient pas en colère, ni accusateurs. Ils étaient calmes comme la surface d'un étang après que les ondulations se sont calmées. Sa voix était posée, sans méchanceté, mais inoubliable. Personne ne m'a rien appris. J'ai regardé et j'ai tout vu ce que maman a fait. Rachel recula d'un pas. Rien ne tomba de ses mains, mais un frisson monta de la plante de ses pieds à ses genoux. Elle ne pleura pas. Ses yeux étaient rouges, mais secs. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, 2 mots silencieux à peine murmurés, « Je suis désolée ». Elle se tourna et s'éloigna, pas tremblante, mais pas stable non plus. Sa silhouette rapetissa alors qu'elle descendait les escaliers, aussi silencieuse qu'un orage passé depuis longtemps. Ce matin-là, il plut. Une pluie légère, froide, persistante. Juste assez pour briser le rythme d'un cœur à son dernier carrefour. Tribunal du comté de Knox. L'audience finale dans l'affaire de garde d'Ellie Carter. Les sièges de la salle d'audience étaient presque pleins. Les caméras de la presse étaient arrivées tôt. Daniel était assis à la table de la défense, portant une chemise pâle. Sa main gauche reposait sur une canne, sa droite tenait doucement la petite main d'Ellie. Elle portait une robe à fleurs bleues, une barrette en forme d'ours de travers sur la tête. Personne ne la redressa, et personne n'en avait besoin. Le banc de la demanderesse resta vide pendant plusieurs minutes. 10 minutes après l'heure prévue, Rachel entra. Pas d'avocat, pas de tran. Seule. Elle se tenait droite, mais quelque chose de lourd avait été enlevé de ses épaules, les laissant étrangement creuses. Une blouse grise, un pantalon noir, pas de bijoux. Elle ne regarda pas autour d'elle. Elle marcha droit vers la barre des témoins et demanda la permission de parler. La juge Suzanne Delaney ajusta ses lunettes et hocha la tête. La cour accorde la permission. Rachel hocha légèrement la tête. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot était clair. Je voudrais retirer ma demande de garde. Un murmure parcourut la salle, mais Rachel continua. J'ai mal déclaré mes revenus. J'ai ajusté certaines dépenses pour faire croire que j'étais plus dans le besoin que je ne l'étais vraiment. C'était mal. Delaney tapa légèrement de son marteau, appelant à l'ordre. « Pourquoi avez-vous fait cela, madame » demanda-t-elle. Rachel serra les lèvres, prit une profonde inspiration. « Parce que j'avais tort. Je croyais que quelqu'un qui avait été blessé ne pouvait plus être un père. Daniel était un homme fort. Quand il est revenu, il n'était plus le même, et je n'ai pas pu gérer ça. J'ai dit que je voulais vivre pour moi, mais en réalité, je ne faisais que fuir. » Sa voix se brisa dans sa gorge, mais elle se tint droite. J'ai laissé quelqu'un d'autre me guider. J'ai soumis une vidéo qui ne racontait pas toute l'histoire. Je ne l'ai pas enregistrée, je ne me suis pas tenu aux côtés de mon mari ou de mon enfant. Rachel marqua une pause, puis se tourna vers Ellie. La petite fille était assise entre son père et maître, les yeux écarquillés, sa main tenant toujours celle de Daniel. « Je suis désolée, dit Rachel, la voix baissant. Je ne mérite pas d'être ta mère. » En entendant ces mots, Ellie ne parla pas. Elle baissa simplement la tête et serra plus fort la main de son père. Daniel se pencha légèrement et posa une main stable sur son épaule. Personne ne dit rien d'autre. Et personne n'en avait besoin. À la fin de l'audience, la juge Delaney lut à haute voix les conclusions de l'enquête du procureur du district. Sur la base des preuves du bureau du procureur, le tribunal confirme que M. Tranwallace a accédé et exploité des dossiers médicaux sans autorisation, a encouragé la manipulation de preuves légales et a utilisé abusivement des informations de santé confidentielles. Sa voix n'était pas élevée, mais elle était froide et ferme. M. Wallace a été licencié de son poste aux ressources humaines et se voit interdire de manière permanente de travailler dans toute fonction de conseil médical ou psychologique impliquant des mineurs. Quelques flashs d'appareils photo clignotèrent dans la salle d'audience. Une jeune journaliste se pencha sur son carnet, griffonnant comme si elle craignait de manquer même un point. Le lendemain matin, les titres des journaux locaux étaient les mêmes, la femme qui a renoncé et l'homme qui a vendu la confiance. Une photo montrait Rachel quittant le palais de justice, la tête basse, marchant seule. Pas de tran, personne à ses côtés. Daniel et Ellie n'apparurent pas dans la presse. Ils sortirent par la sortie latérale.
Pas de bruit, pas d'adieu. Cet après-midi-là, de retour dans la chambre d'hôpital familière, Daniel tenait une serpillière à la main. Ellie suivait derrière, redressant les bords du drap de lit. Personne ne mentionna le tribunal, personne ne parla d'excuses. Seule une petite voix résonna dans le silence, « Papa, demain c'est samedi. Est-ce qu'Olivia me lira une histoire ?» Daniel hocha la tête. « Absolument. Alors je lui dessinerai un dessin. Celui d'une personne dont la voix est chaude comme une couverture légère. » Daniel sourit. Pour la première fois depuis longtemps, il sourit sans se sentir fatigué. Il n'y eut aucune déclaration de victoire, aucun besoin d'un coup final. La vérité avait été là depuis le début. Il fallait juste que quelqu'un soit assez patient pour rester. Un vendredi, le ciel était clair. Pas de nuages, pas de vent. Devant une petite bibliothèque en périphérie de la ville, quelques enfants riaient et jouaient sous des arbres qui n'avaient pas encore fleuri. Une pancarte manuscrite était doucement accrochée à côté de la porte en bois, heure du conte pour les enfants de vétérans. Vendredi 9h. À l'intérieur, la salle de lecture contenait exactement 12 chaises de la taille d'un enfant. Sur la table, des piles de livres pour enfants usés et des affiches dessinées à la main avec une écriture penchée, « Tu es ton propre héros ». Daniel Carter était assis sur la chaise en bois au centre de la pièce. Il portait une chemise blanche boutonnée. Ses cheveux avaient un peu repoussé. La cicatrice sur son front était toujours là, mais ses yeux n'étaient plus troubles. Devant lui, de petits visages l'observaient, certains chuchotant, d'autres mordillant des crayons. Et à la table de devant était assise une petite fille tenant un ours en peluche usé, une oreille complètement déchirée mais toujours recousue avec un fil bleu. Ellie. Elle était assise bien droite, les yeux fixés sur son père. Daniel ouvrit un livre. Ce n'était pas un conte de fées. C'était une histoire qu'il avait écrite, sur un garçon perdu dans les bois qui ne se souvenait plus du chemin du retour. Mais chaque fois qu'il pensait à abandonner, il entendait une petite voix à l'intérieur murmurer « Reste encore un peu. Ne pars pas. » Daniel lut lentement, clairement. Et à la fin, le garçon réalisa qu'un vrai héros n'a pas besoin d'armure. Il a juste besoin de rester, même quand il pleut. Une jeune fille au 3e rang leva la main et demanda, les yeux écarquillés, le héros avait-il peur? Daniel hocha la tête. Oui. Mais un vrai héros n'abandonne jamais personne, même quand il a peur. Certains enfants baissèrent les yeux, d'autres jetèrent un coup d'œil à leurs parents au fond de la salle. Personne ne dit rien, mais la pièce semblait étrangement plus pleine, comme si quelque chose d'invisible avait tranquillement comblé l'espace entre les cœurs. La semaine suivante, Ellie participa à un concours de dessin à l'école. Son dessin montrait un homme tenant un livre, une longue cicatrice au-dessus de son œil gauche, portant une chemise blanche, debout sous un petit auvent. À côté de lui, une fille lui serrait fermement la main, l'autre bras agrippant son ours. Derrière eux, le soleil se levait, grand, chaud, non pas éblouissant, mais doux comme une lampe de chevet. Sous le dessin, une phrase. Les lettres étaient inégales, certaines plus sombres à cause de doigts tremblants, d'autres tachées de sueur. « Papa est resté. Je n'ai plus peur. » Le dessin remporta le premier prix. Personne ne le contesta. Lors de la cérémonie de remise des prix, Ellie ne fit pas de discours. Mais quand on lui demanda qui elle voulait remercier, elle dit simplement « Merci à papa de ne pas être parti. Merci à mademoiselle Olivia de toujours lire des histoires le samedi matin. » Pas d'applaudissements. Seulement des têtes baissées. Certains adultes se détournèrent, les larmes venant plus tôt que prévu. Samedi matin, devant un petit appartement au 2e étage, Olivia Morgan sonna à la porte. Dans ses mains, un sac de biscuits au beurre, une boîte de thé et un exemplaire bien usé de la toile de Charlotte. La porte s'ouvrit. Daniel n'était pas surpris. Il s'écarta, souriant doucement. « Tu es libre le week-end prochain ?» Olivia retira son écharpe, posa le sac sur la table et versa le thé. « Tu sais que oui. Les samedis matins sont sacrés. » Ellie accourut de l'arrière-salle, la serrant fort dans ses bras, puis grimpa sur la chaise et ouvrit le livre. Aujourd'hui, c'est la partie où Charlotte écrit « Quel cochon !» C'est ça? C'est exact. Et une autre partie, celle que personne ne veut lire trop vite parce que ça signifie que l'histoire est presque terminée. Olivia sourit doucement. Daniel s'assit à côté de sa fille, tenant une tasse de thé fumante. Personne ne dit rien de plus. La petite pièce n'avait besoin ni de musique, ni de télévision. Juste la lumière du soleil par la fenêtre ouverte, la brise matinale soulevant les cheveux d'Ellie, tournant les pages. Le thé fumait. La voix d'Olivia portait doucement. «
Il n'est pas fréquent que quelqu'un arrive qui soit un véritable ami et un bon écrivain. Charlotte était les deux. Personne n'en est revenu entier, mais l'amour, s'il est assez patient, était encore suffisant. Quant à April, dans les mois qui suivirent, elle commença à suivre des cours d'éthique professionnelle et de responsabilité civique. Elle fit du bénévolat dans un refuge pour enfants vulnérables, où elle pouvait aider directement, discrètement, sans chercher de reconnaissance. Elle ne parla jamais du passé, mais chaque acte qu'elle posa parlait pour elle, de remords, d'un désir d'être meilleure. Un matin ensoleillé, April aperçut Daniel et Ellie se promenant ensemble dans le parc. Ellie rayonnait, tenant une fleur sauvage. Daniel, portant encore des traces de lassitude, avait de nouveau de la chaleur dans les yeux. April sourit faiblement. Elle ne s'approcha pas, mais la paix emplit sa poitrine. Parfois, le pardon ne vient pas des mots, mais de l'action. Réaliser son erreur, se relever et faire mieux, c'est la plus grande leçon que la vie puisse offrir. Pendant ce temps, Tran Wallace, l'homme qui avait semé tant de mal, faisait maintenant face aux conséquences de ses propres actes. Après avoir été licencié de son entreprise et interdit d'exercer dans son domaine, il se retrouva dans une situation désastreuse. Sa réputation était en ruine, personne ne voulait travailler avec lui. Il vivait dans l'isolement, imprégné d'amertume. L'argent pour lequel il avait tant comploté ne signifiait plus rien. Il en vint à réaliser que la richesse et le pouvoir ne pourraient jamais acheter le respect, la confiance ou le vrai bonheur. La chute de Tran fut un rappel brutal. La cupidité et l'égoïsme mènent finalement à l'effondrement. Quant à Rachel, elle retourna à sa vie, mais elle n'était plus la Rachel qu'elle avait été. Elle abandonna l'appartement haut de gamme, choisissant un endroit plus petit, plus proche de la nature. Elle commença à prendre du temps pour elle, apprenant à s'aimer et à prendre soin d'elle-même d'une manière saine et honnête. Elle assista à des cours de méditation, fit du bénévolat dans des lieux qui en avaient besoin et cessa de cacher sa fatigue derrière le maquillage. Elle commença à accepter les cicatrices émotionnelles qu'elle portait. Rachel comprit que le bonheur ne résidait pas dans la fuite de la réalité ou la recherche de faux réconforts. Il vivait dans le fait de se faire face, d'accepter ses imperfections et de choisir de vivre une vie authentique. Un après-midi, Rachel aperçut par hasard Daniel et Ellie à la bibliothèque. Ellie racontait avec enthousiasme à Daniel un nouveau livre. Rachel resta tranquillement dans un coin, observant simplement. Elle vit Daniel sourire, un sourire doux et paisible, et ses yeux pleins d'amour alors qu'il regardait sa fille. Ellie rayonnait de joie. Rachel sut à cet instant qu'elle avait perdu une famille, mais que Daniel et Ellie avaient trouvé leur paix, leur bonheur. Et elle ne regretta plus sa décision. Elle savait que c'était le chemin qu'elle devait emprunter pour se retrouver. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais avec le temps, on apprend à vivre avec elles et même à en tirer de la force. La vie continua. Daniel poursuivit son chemin de guérison, non pas parce qu'il le devait, mais pour Ellie, pour d'autres enfants comme elle et pour lui-même. Il était devenu un symbole de résilience, d'amour inconditionnel. Et Ellie grandit, forte, gentille et pleine de cœur, une petite fille qui portait en elle une histoire de courage et de confiance. Elle savait que peu importe la difficulté de la vie, tant qu'il y a de l'amour et de la persévérance, il y aura toujours de la lumière. Et chaque samedi matin, dans leur petit appartement chaleureux, Olivia Morgan passait encore, apportant ses biscuits au beurre, son thé chaud et ses histoires de héros qui n'avaient pas besoin d'armure, seulement du courage de rester. Car même si le monde change et même si les gens chancellent, l'amour, la compassion et la patience restent des vérités éternelles, le fondement d'une vie remplie de sens et d'espoir. L'histoire de Daniel et Ellie n'a jamais été une simple bataille juridique pour la garde. C'était le voyage d'un homme qui avait trop perdu à la guerre, apprenant à se relever, centimètre par centimètre, pour une petite main qui n'avait pas lâché la sienne. Il n'avait pas besoin de gagner tous les procès, il n'avait pas besoin de prouver qu'il était parfait. Il avait juste besoin de rester. Car parfois, ce qui sauve un enfant, ce n'est pas la personne la plus forte dans la pièce, mais celle qui ne part pas. Que pensez-vous du choix d'Ellie ? Si vous étiez assis sur le banc du fond, comme Olivia, comme April, seriez-vous resté silencieux ou seriez-vous intervenu ? Et s'il y a quelque chose en vous qui s'est un jour brisé, qui s'est un jour senti perdu, s'il vous plaît, souvenez-vous que vous pouvez encore être un héros, simplement en restant un peu plus longtemps. Je suis toujours à l'écoute. Dites-moi ce que vous avez vu dans cette histoire. Chaque commentaire, chaque mot que vous partagerez, pourrait être la lumière que quelqu'un d'autre attend.